un débat au cœur de l'actualité, plan de relance, le collectif budgétaire a été présenté hier et on est en plein dans les débats sur le financement d'un certain nombre de priorités. Et on va aborder une des trois priorités que TDIE a identifiées, la décarbonation. Donc nous allons avoir un débat tout à l'heure sur cette question-là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois que Michel Savy, qui est directeur du comité scientifique de TDIE, doit nous dire quelques mots sur la façon dont, déjà depuis quelques années, il envisage cette question-là. Je rappelle qu'il y a 3 ans, on avait tenu un long échange sur cette question au sein de TDIE. Donc ça n'est que la continuation. Et depuis 3 ans, il s'est passé pas mal de choses. Donc Michel, la parole pour introduire ce débat et cette question ô combien importante. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais être bref parce que je ne veux pas faire très mal et très vite la présentation qui sera mieux faite ensuite. Je ne vais pas développer mon titre, développement social plutôt que croissance économique, on peut comprendre ce que j'entends par là. Et nuisance du fret, ça comprend la décarbonation et pas que. Mais la décarbonation en fait bien sûr partie. Alors effectivement, en 2017, on a vu un débat assez important. Le dossier, on l'a relu tout récemment, qu'on avait rassemblé, a bien vieilli, je dirais. Donc il y a un certain nombre de chiffres clés qui n'ont pas trop changé. Si certains s'y intéressent, et le raisonnement est à peu près validé. Alors là, il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Alors, évidemment, le passé éclaire l'avenir, non pas pour prolonger des tendances, mais pour poser des questions et voir quelles sont les bonnes questions à se poser pour l'avenir. Vous savez que le ministère des Transports, France Avenir, France Stratégie et le Commissariat général du développement durable ont lancé un exercice de prospective des mobilités 2040-2060. Ça, c'est 60 ans d'histoire française, pour ne parler que du fret, puisque la thèse qui va nous être présentée ensuite parle des voyageurs, donc ce sera un peu complémentaire, et qui montre qu'en 60 ans, on peut trouver 4 périodes assez nettement différentes quant à rapport entre développement économique et évolution des transports. En bleu, c'est le PIB, en rouge, c'est l'industrie, en violet, c'est le transport mesuré en tonnes-kilomètres, et en vert, c'est le transport mesuré en tonnes. Et vous voyez que jusqu'à peu près la fin des 30 Glorieuses, les 4 courbes sont très proches l'une de l'autre. Il y a un couplage assez fort. Ensuite, il y a un véritable découplage du fait des restructurations qui font suite à 74 et au choc, avec la désindustrialisation, des industries lourdes, etc. Donc vous voyez que la croissance continue, même à un rythme moindre, mais elle se désindustrialise d'une part, et elle se traduit par une stagnation, voire par une baisse absolue des transports pendant une douzaine d'années. Après, il y a une nouvelle croissance, mais sur un modèle d'organisation plus différent, la croissance flexible, appelons-le comme ça, qui remobilise le transport de façon très nette. Et enfin, depuis la crise de 2008, une stagnation économique, en tout cas industrielle plus exactement, et une rebaisse du transport. Alors, bien sûr, le corona a introduit une nouvelle phase qui va durer plusieurs années, mais que là, il n'est pas question de traiter, ou sous forme uniquement de questions. Autrement dit, la question qui se dégage, c'est que le rapport entre développement social et transport n'est pas une relation stable, constante, qu'il y a des phases économiques, des tendances dominantes, des tendances secondaires, et que la hiérarchie de ces tendances s'inverse, et de nouveaux impératifs ou de nouvelles contraintes se dégagent. Et donc la question que TDIE va mettre en chantier, c'est comment découpler développement social et exigence du transport, le découplage étant, vous le rappelez sans doute, le mot qui avait fait polémique en son temps et que la Commission européenne avait utilisé dans son livre blanc de 2001. Alors la question était peut-être mal posée, maladroitement posée, de façon trop brutale. Donc certains avaient dit, voilà bien encore les bureaucrates de Bruxelles qui veulent nous mettre des poids sur les épaules pour courir le sprint. Mais peut-être qu'on peut poser la question de façon plus pertinente et aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on veut, quand on dit découpler, diminuer le volume de transport des marchandises transportées? Alors, on peut transposer pour les voyageurs, mais je ne vais pas en parler. Diminuer le nombre de déplacements. Donc, là, les tonnages sont la mesure un peu grossière, évidemment, mais la première qui vient à l'esprit. Alors, supprimer les consommations dites inutiles. Alors, inutile, c'est un jugement moral. Les économistes, en général, distinguent les choses, qu'importe.
On peut boire de l'eau minérale plutôt ou de l'eau du robinet. On peut avoir des produits plus durables, une sobriété dans la consommation. Ça diminuera les tonnes consommées, donc les tonnes transportées. On peut transporter les transports dits inutiles en regroupant, en rapprochant des chaînes de production, les producteurs, les utilisateurs industriels qui assurent les étapes successives de production d'un produit. On peut alléger les produits et alléger les emballages. Ça, c'est déjà fait, ça peut se poursuivre. Et puis parfois, il y a des substitutions, transport à autre chose. Pour l'énergie, on l'a déjà fait massivement avec l'énergie nucléaire. On transporte des kilowattheures sur des fils électriques et non pas des millions de tonnes de charbon ou de pétrole. Mais après tout, l'impression 3D, qui n'est encore que balbutiante, mais l'OCDE dit qu'un jour ce sera le tiers du commerce mondial en valeur, ce qui me semble très surprenant d'ailleurs comme chiffre. N'est-ce pas finalement une substitution de transport d'informations à un transport de marchandises? Vous utilisez un matériau local, plastique, métal ou autre, et c'est la transmission des données qui pilotera le robot qui fabriquera l'objet, supprimant pas mal de tonnes kilomètres. Inversement, si on croit qu'une certaine réindustrialisation se produira en Europe, eh bien on aura de nouveaux tonnages et de nouveaux transports qui s'en suivront. Je vous renvoie d'ailleurs au dossier, je fais un peu de pub, fret et logistique de la revue de transport, intermodalité et infrastructure et mobilité, qui vient juste de sortir. Est-ce que, par contre, plutôt que diminuer le fret, on veut diminuer le transport si on mesure celui-ci en tonnes-kilomètres, auquel cas on introduit une nouvelle variable, un nouveau degré de liberté, c'est-à-dire la distance. On retrouve là la géographie. Dans le transport, il y a toujours de la géographie. Si on l'oublie, on dit des bêtises. On peut limiter une certaine polarisation économique qui, à la recherche d'économies d'échelle, de fabrication ou d'entreposage, mais se traduit par un allongement des distances de transport. Là, vous me direz que ce que je viens de dire est contradictoire avec l'idée de regroupement des unités de production complémentaires que j'évoquais précédemment. Donc il faut distinguer les deux tendances et trouver le bon compromis entre les deux. Bien sûr, la notion de circuit court est dans l'air du temps. Et donc donner une dimension géographique à l'écologie industrielle, c'est-à-dire l'économie circulaire. Mes déchets sont des matières premières et ainsi de suite. Et tout en rappelant quand même ce que chacun sait, c'est que plus de la moitié du fret, d'ores et déjà, parcourt moins de 50 km en France, sans même compter les VUL, les petits véhicules, qui sont en règle générale utilisés pour des distances encore plus courtes. Donc la grande distance, la moyenne des transports routiers en France, c'est 100 km. Ce n'est pas 500, 800, même s'il y a des camions entre Stockholm et Madrid, ça va de soi. Mais en fait, le problème est-il vraiment le transport et pas plutôt le trafic? Donc on introduit une nouvelle variable, les véhicules kilomètres et non pas les tonnes kilomètres. Et donc on peut jouer sur les véhicules, leur taille, leur capacité d'emport. Donc les poids et dimensions en tonnes ou en volume, parce qu'on transporte parfois plus de mètres cubes que de tonnes, pour dire les choses de façon simplement, y compris les trains, les ferroviaires évidemment, la massification des flux qui se heurte au modèle de production flexible et sans stock que nous savons bien, avec un taux de parcours à vide qu'il s'agit de diminuer, avec un taux de remplissage, de meilleure utilisation du parc qu'il s'agit aussi d'optimiser, tout en sachant que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel et qu'un zéro transport à vide est absurde. Quand on va collecter du lait, on part avec un camion vide, on revient avec un camion plein et on ne veut pas transporter du fuel à l'aller pour avoir un taux de remplissage meilleur et du lait au retour. Donc en tout cas, l'intelligence logistique comme un levier d'action pour optimiser tout ça. Et puis dernière variable, c'est les 4 dimensions donc, du découplage, les tonnages, le transport, le trafic ou les nuisances qui sont liées. Et donc, en se rappelant bien sûr que 30% des émissions de gaz à effet de serre en France sont dues au transport, et en gros 2 tiers voyageurs, 1 tiers fret, 10% des émissions en France sont dues au fret, donc c'est un champ qu'on ne peut pas ignorer. Alors les moyens d'action sont multiples. On peut choisir le transfert modal quand il est techniquement et économiquement pertinent, choisir le mode le moins énergivore, le moins émetteur de nuisances disponible dans des conditions raisonnables de faisabilité technique et économique, améliorer l'efficacité énergétique des véhicules, et ça c'est une tendance incrémentale qui se poursuit depuis longtemps mais qui n'a pas atteint encore ses limites, diminuer les pollutions et non pas du CO2 avec soit les produits chimiques émis
soit les particules, et on sait qu'on y est de plus en plus attentif, dans les villes en particulier, la politique des transports urbains est aujourd'hui plus attentive aux nuisances et aux particules qu'aux gaz carboniques, comme il y a quelques années. Et enfin, changer de source d'énergie, aller chercher des sources décarbonées, l'électricité non thermique, ce qui est le cas pour l'essentiel en France, et puis demain l'hydrogène ou peut-être d'autres solutions. Et ceci vu sur l'ensemble du cycle de vie des matériels et pas seulement pendant l'utilisation des marchandises. Alors tout ça est déjà dans l'air du temps. On a une stratégie nationale bas carbone qui s'est fixée l'ambition très, très haute de zéro carbone en 2050 pour l'ensemble de l'économie française, y compris les transports bien sûr. C'est un challenge, comme on dit aujourd'hui. Et en tout cas, je souligne que ces 4 façons de décomposer la décarbonation lui donnent du sens, lui donnent des mesures, des moyens de mesure, d'apprécier, des moyens d'action, de suivi, et que ces 4 leviers d'action sont complémentaires. Il faut évidemment agir simultanément sur les 4 à la fois. Il n'y a pas une solution miracle disponible. Il n'y a que des solutions partielles qui joueront à la fois sur les tonnes kilomètres, sur les véhicules kilomètres et sur les émissions et autres nuisances liées à ces véhicules kilomètres. Voilà, ceci pour ouvrir le débat et vous remercier de la table ronde par avance.